Pasteur n'est pas du tout une figure centrale des imaginaires littéraires de science-fiction du XXe, d'où le titre voilà, un peu réécrit de la conférence en disant que Pasteur va essaimer au fil des slides, mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte assez vite que ce sont d'autres figures qui vont prédominer dans ces imaginaires. Et pour me présenter brièvement, donc moi je suis actuellement en postdoc au CNRS, je suis spécialiste des imaginaires scientifiques, on va dire, de science-fiction du XXe, et plutôt dans une démarche transdisciplinaire, donc à la fois les sciences et techniques, la littérature, l'histoire des arts, les cultures visuelles. Donc voilà, vous allez voir effectivement que je vais vous montrer tout un tas de choses. Et ce qui figure donc en guise de slide introductive, eh bien, il s'agit en fait tout simplement d'un spectacle de microbes que vous auriez pu aller voir au Théâtre des Menus Plaisirs si vous y aviez été en 1887. Et c'était vraiment le clou du spectacle. On allait voir des projections de lanternes magiques, on voyait une aile d'abeille, un bout de fromage, tout un tas d'éléments vivants ou non vivants. On avait aussi des diamants, on avait tout un tas d'éléments. Et le clou du spectacle, c'était ces fameux microbes, ces fameux animalcules qui étaient agrandis. Et donc, on était pour la plupart terrifiés, époustouflés. Il y a tout un tas de témoignages. Et donc, ça vous permet un petit peu de vous mettre dans le bain, en fait, de ce que je vais tâcher de vous présenter. Une période très particulière où, comme je le disais déjà hier, au début du XXe siècle, on a encore un flou entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et il y a une fascination pour toutes les découvertes qui sont en train d'être faites. Donc, je vous l'ai dit, je vais vous parler un peu globalement de science-fiction française ancienne. Ça va être effectivement l'objet de mon intervention, et plus précisément d'un petit mouvement qu'on appelle le merveilleux scientifique, auquel j'ai consacré donc ma thèse et un ouvrage qui est sorti assez récemment, Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique. On se situe plus ou moins entre 1909 et la fin des années 30. Donc ça va être vraiment nos bornes chronologiques. Et donc qu'est-ce que c'est le merveilleux scientifique ? Eh bien rassurez-vous, si vous n'en avez jamais entendu parler, pour autant vous avez peut-être déjà vu des adaptations de ce mouvement, et je pense notamment aux Mains d'Orlac, qui a été adapté à de multiples reprises et qui nous raconte donc qu'un pianiste a les mains sectionnées après un accident de train et on lui greffe des mains. Et ce savant fou, pour faire le raccord avec ce qu'on disait hier, eh bien, il se pose la question tout simplement. Il y a toute une machination, je passe dessus, mais il y a simplement cette question très intéressante de l'influence de la main greffée qui pourrait donc, comme c'est celle d'un criminel, influer sur le comportement de celui qui donc les reçoit. Et ça, c'est vraiment un récit typiquement merveilleux scientifique, parce qu'on va venir en fait capter une découverte, capter une innovation scientifique du temps présent, du temps contemporain au romancier, et puis on va rêver ses applications plurielles. Le grand monsieur du merveilleux scientifique, c'est Maurice Renard. Donc c'est lui qui avait écrit Les Mains d'Orlac en 1920, et il a écrit tout un tas d'autres romans, comme par exemple Le Péril bleu, que je vous recommande vraiment, qui est sans doute son œuvre maîtresse, qui nous raconte une histoire d'enlèvement extraterrestre, et ces fameux sarvans, puisque c'est le nom qu'on leur donne, vivisectionnent les hommes dans un espèce de vaisseau transparent, sans se douter que les hommes ressentent la douleur. Donc c'est un texte assez aventureux sur ces questions. Et donc Maurice Renard, tout simplement, c'est quelqu'un qui se destinait tout d'abord à une carrière de notaire. Et en fin de compte, comme il était notable, comme il avait des rentes, il se dit non, en fin de compte, c'est la littérature qui m'intéresse. Et très vite, il va en venir à théoriser un genre littéraire, une école littéraire à laquelle il donne donc le nom de merveilleux scientifique. Et il publie un texte manifeste, ce ne sera pas le dernier, en 1909. Et donc il donne dans ce texte une définition du merveilleux scientifique qu'on va être amené au fil de cette conversation à interroger, à approcher. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les éléments forts en vert. Le roman merveilleux scientifique est une fiction qui a pour base un sophisme, c'est-à-dire effectivement qu'un roman merveilleux scientifique qui se respecte, eh bien, il a l'apparence du vrai, bien qu'il dise le faux. Il a pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité. Et ça, c'est vraiment un projet intellectuel qui lui tient à cœur. Il n'écrit pas des romans pour divertir, il écrit des romans pour dessiller le regard, pour apprendre quelque chose sur le monde contemporain dans lequel son lecteur se trouve. Et puis surtout, un peu à la manière d'Émile Zola, qui parlait, lui, de roman expérimental, eh bien, Maurice Renard, il nous dit qu'il utilise, qu'il applique des méthodes scientifiques pour étudier, non pas ce qui est connu, mais plutôt l'inconnu, l'incertain, puisqu'il nous dit que c'est vraiment là
que réside tout simplement la potentialité des imaginaires scientifiques. Donc pour l'instant, c'est très touffu, mais je vous rassure, on va cheminer ensemble, on va voir des exemples très concrets. Généralement, quand je parle de mes travaux de thèse, on me demande souvent « Ah oui, c'est Jules Verne ». Eh bien non, Jules Verne, c'est vraiment le grand ennemi déclaré de Maurice Renard et de ce genre littéraire. Maurice Renard, il disait même dans ses archives « Jules Verne, je veux le démolir ». Voilà, c'est très clair. Il n'aime pas Jules Verne, tout simplement pourquoi il ne faut pas oublier que Jules Verne, sous la coupe de Pierre-Jules Hetzel, on était plutôt dans des récits à l'adresse des plus jeunes, des livres d'étrennes. On était plutôt dans de la vulgarisation scientifique. On sait que Jules Verne allait en bibliothèque, recopiait des grands pans de vulgarisation. Ça, Maurice Renard et les autres romanciers que je vais vous présenter, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. On n'est pas là pour vous apprendre la science, on n'est pas là pour recopier des grands pans de la littérature scientifique de l'époque. On est vraiment là, encore une fois, pour vous déstabiliser en vous proposant quelque chose de provoquant qui va donc repousser les limites, tout simplement, de ce que vous soupçonnez. Un autre bonhomme qu'on aurait pu trouver dans ce sillage, c'est Albert Robida. Et de même, ce fameux Albert Robida qui a écrit le XXe siècle, La vie électrique, c'est un grand ennemi, encore une fois, de Maurice Renard, puisque Maurice Renard, il dit moi, quand j'écris du merveilleux scientifique, mon but, c'est donc, comme Jules Verne, pas du tout de faire voyager mon lecteur, ça ne m'intéresse pas. Et comme Albert Robida, j'ai pas envie de faire rire. C'est pas un prétexte, le futur, pour faire rire mon lecteur. Et pour autant, je voulais quand même vous montrer donc, que notre Albert Robida, il n'est pas complètement étranger à Pasteur. J'en avais parlé un petit peu de cette iconographie, je crois, hier, celle de la microbomachia, la microbomachie, la lutte contre les microbes. On voit ici Philox Soloris, cette figure de savant héros qui combat l'hydre de Lerne, ce fameux virus. Et je vous ai mis la petite médaille qui représente Pasteur sous la forme d'Hercule, tuant l'hydre de Lerne simplement pour fermer la boucle avec ce que je vous disais hier. Si on devait faire une grande distinction, en fin de compte, entre Jules Verne, d'une part, et puis ce fameux merveilleux scientifique qui se développe au début du XXe siècle, c'est-à-dire 4 ans seulement après la mort de Jules Verne, eh bien, je pense que la grande différence, c'est le rapport au voyage. Jules Verne, vous le savez, il a été publié dans des collections qu'on qualifiait de voyages extraordinaires, et très souvent, ces héros, au début du roman, il y a un pari, il y a un défi, on fait le tour du monde, un voyage Kirkoum terrestre, et puis on revient au point de départ, souvent pour marier sa dulcinée, pour rentrer triomphant avec plein d'argent dans les poches, en ayant vécu tout un tas d'aventures en chemin. Eh bien ça, dans les romans du merveilleux scientifique, ça n'intéresse pas du tout ces romanciers. Leur postulat, c'est vraiment qu'on peut faire ce qu'on appelle un voyage immobile. On reste dans notre temporalité présente, on reste même dans l'endroit où on se trouve, et de manière provocante, on modifie une seule loi, j'insiste vraiment, une seule loi physique, chimique ou biologique, et c'est cette altération qui précipite un récit qu'on qualifie de merveilleux scientifique. Donc c'est vraiment là que réside la grande différence. Dans le merveilleux scientifique, ce ne sont pas des romans d'aventures scientifiques trépidants, ce sont vraiment des romans de l'intériorité où on se pose des questions très philosophiques sur ce que devient le genre humain au regard des découvertes et des innovations scientifiques récentes. Donc vous voyez là un petit florilège en fin de compte d'auteurs pour vous montrer que Maurice Renard n'est pas du tout le seul. Et il y a peut-être certains de ces noms que vous reconnaissez. Jean de La Hire, Maurice Leblanc, qui n'a pas écrit que les aventures d'Arsène Lupin, André Couvreur, Gustave Le Rouge, Octave Béliard. On a vraiment une nébuleuse d'auteurs qui sont avant tout ce qu'on appelle des romanciers populaires. C'était publié effectivement dans des collections comme Talandier, Ferenczi et autres. Mais tout ça pour vous dire que ce n'étaient pas des collections isolées, c'était des collections extrêmement diffusées, lues par absolument tout le monde. Le merveilleux scientifique, il se caractérise aussi par ce qu'on appelle une culture visuelle, c'est-à-dire un faisceau de production visuelle, souvent sous la forme d'éphéméras, tout un tas de témoignages qui montrent qu'en fin de compte, moi j'avais choisi effectivement au départ de consacrer ma thèse à l'école du merveilleux scientifique, et je me suis rendu compte assez vite au fil de ces années que le merveilleux scientifique, en fin de compte, c'était un état d'esprit, et qu'il essaimait sous des formes extrêmement variées, et en fin de compte, dans tous les objets médiatiques de la première moitié du XXe siècle. Pour exemple, vous voyez là des encarts publicitaires. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit un savant qui est en train de greffer des branchies de requin à un bébé pour le transformer en nyctanaire, c'est-à-dire un espèce d'aquaman avant l'heure qui va être à la solde d'un savant fou.
On a aussi des chromolithographies, ces espèces de petites cartes, parfois des bons points, des cartes de collection. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est un savant avec une seringue géante qui est persuadé qu'il pourra aller piquer les microbes qui se présentent à lui et donc les exterminer par ce biais. On a aussi les récits sous images, qui sont une forme de bande dessinée ancienne. On retrouve tout un tas d'images délirantes. Là, on a un petit bonhomme qui est en train de faire un espèce de vélo-hélicoptère avec de l'hélium accroché à sa roue. Et puis, on a aussi, par exemple, tout un tas de jeux de société où on trouve cette espèce d'excitation liée à la potentialité des découvertes scientifiques. Donc tout ça pour vous dire effectivement que le merveilleux scientifique, c'est certes un genre qu'on a oublié pour tout un tas de raisons, y compris une raison tout simplement institutionnelle. À son époque, il a été beaucoup critiqué, notamment par la Nouvelle Revue Française. Ça lui a porté ombrage et au fil des temps, eh bien, il a disparu des mémoires. Mais pour autant, voilà, faut vraiment être conscient que c'était quelque chose qui était très présent dans les imaginaires du XXe siècle et que c'était pas du tout un élément anecdotique. Ça essaimait absolument partout. Et donc, comment écrire un roman parfait de merveilleux scientifique? Il y a des petites règles à respecter. La première, donc, si on en croit Maurice Renard, on démolit Jules Verne d'un côté, on ne va pas dans l'aventure scientifique, et de l'autre, et ça nous intéresse par rapport à la table ronde précédente, il y a cet enjeu du conte de fées. On essaye de moderniser Charles Perrault. Et qu'est-ce que Maurice Renard, en fait, nous dit par là? C'est l'idée selon laquelle tout ce qui reposait sur des objets magiques dans les contes de fées, le chapeau du prince lutin qui me permet de devenir invisible, le tapis volant qui m'emporte au loin, les bottes de 7 lieues qui me permettent de traverser l'espace en quelques secondes à peine, eh bien, ce que suppose Maurice Renard, c'est qu'en fin de compte, le XXe siècle rend tous ces prodiges possibles, non pas par une bonne fée marraine ou un coup de baguette magique, mais par les prodiges de la science. De même, c'est ça la grande différence avec ce que je vais évoquer après, la science-fiction américaine. Il n'y a pas du tout cette ambition répétée de se placer dans un futur. On est sans cesse dans des récits qui sont dans le présent et qui sont amenés à regarder le présent de manière décalée. Et c'est là où les textes théoriques de Maurice Renard sont tout à fait savoureux. Il va multiplier les métaphores pour décrire son travail d'écrivain. Il dit, bien moi, quand j'écris un roman merveilleux scientifique, c'est comme si je faisais le poirier. Je suis la tête à l'envers et je regarde le monde qui m'environne. Je peux aussi regarder à travers un carreau de couleurs. Je vois le monde réel, mais il est altéré, il est modifié par ce support qui est à l'interface de ce que je regarde. Et il y a surtout une métaphore qui prédomine sur toutes les autres, c'est celle de l'aquarium. Puisque l'aquarium, on peut le regarder par en dessous, par au-dessus, sur le côté, cette idée véritablement qu'on doit contourner l'objet qu'on veut étudier, on doit le regarder par absolument tous les aspects, c'est vraiment un des points forts, effectivement, du roman merveilleux scientifique. D'autres très saillants, le roman comme laboratoire, ça Maurice Renard il y tient beaucoup. On retrouve un peu des codes qui étaient ceux effectivement d'Émile Zola, cette idée que dans le monde réel, je n'ai pas tout à fait le droit de casser la jambe de quelqu'un pour voir comment il va se comporter. Dans le roman, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Et c'est un peu le même principe que pose Maurice Renard dans ses romans. Si mon personnage devient invisible, comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? S'il devient passe-muraille, comment il va se comporter? Eh bien, à chaque fois, il observe, un peu à la manière, effectivement, d'un savant qui serait penché sur une boîte de pétri. Il modifie des données et il voit ce que ça donne. Il nous dit aussi, mon roman merveilleux scientifique, il est syllogistique. Il faut absolument qu'il suive une construction qui appartienne au langage de la logique. C'est-à-dire, si je deviens invisible, alors je dois devenir aveugle. Les rayons lumineux ne pouvant plus frapper ma rétine, il est impossible que je voie. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Maurice Renard, c'était un grand admirateur de Wells. Il disait qu'effectivement, Wells avait révolutionné la littérature d'imagination avec des romans comme La Guerre des mondes, comme La machine à explorer le temps, mais qu'il n'était pas assez rigoureux. Et Maurice Renard, il est presque parfois rigoriste. Il y a vraiment cette idée que je fais une proposition provocante au début de mon roman et je dois la suivre de manière religieuse jusqu'à la fin. Il faut absolument que le roman soit crédible et vraisemblable. Et ça, vous l'aviez déjà vu dans sa définition. Le roman merveilleux scientifique est un sophisme. Je dis le faux en singeant le vrai, notamment en imitant des méthodes scientifiques.
Maurice Renard, ce n'était pas un écrivain de formation scientifique, mais je vous avais cité lors de la table ronde différents auteurs, hein, Octave Béliard, André Couvreur, Raoul Bigot. Beaucoup des écrivains de cette nébuleuse étaient eux-mêmes ingénieurs, chimistes, scientifiques, médecins, tout un tas effectivement de formations qui touchaient effectivement à une connaissance plus ou moins précise des sciences et techniques. Vous voyez qu'aussi que je ne vous ai pas défini en fait cette appellation de merveilleux scientifique qui, tout de même, quand on l'entend de prime abord, elle est compliquée. On a du mal à voir ce qu'on entend par là. Ce trait d'union, il nous embête. Comment est-ce qu'on peut allier le merveilleux et le scientifique? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par merveilleux en fin de compte? Est-ce que c'est simplement la magie des contes de fées? Est-ce que c'est merveilleux au sens de mirabilia, le cabinet de curiosité, voir des choses étranges dans la nature et puis les identifier comme étant exceptionnelles? Est-ce que c'est un rapport peut-être à l'enchantement, réenchanter la science en ayant un regard un peu renouvelé? On voit qu'il y a tout un tas, effectivement, d'interprétations en fait de cette expression qui peuvent être données. Je vous ai fait un petit florilège. Voilà. Est-ce que c'est le conte de fées qui se modernise? On n'a plus la baguette magique, on a une opération scientifique, on a un appareil technologique. Est-ce que c'est la science qui réenchante le quotidien? Est-ce que c'est, et ça aussi c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, la rationalisation du surnaturel, ou est-ce que c'est simplement une continuité du roman expérimental de Zola, puisque les critiques, souvent pour se moquer de lui, un peu à la manière de l'appellation impressionniste, hein, on qualifiait ces romans de merveilleux scientifiques, pour dire en fin de compte que sa méthode scientifique, elle tenait pas la route, c'était jamais rien d'autre qu'un romancier naturaliste. Et donc je reviendrai un peu après à ça, mais il faut savoir aussi que cette expression de merveilleux scientifique qu'emploie Maurice Renard, c'est pas son invention. C'est effectivement lui qui va la populariser auprès du plus grand nombre, mais il l'emprunte alors à différents textes. Peut-être à un texte de Marcel Réja qui parlait de Wells, mais sans doute aussi à cet essai du philosophe et physiologiste Joseph-Pierre Durand-de-Gros, qui en 1894 nous parle de merveilleux scientifiques pour qualifier l'entrée de l'hypnose à la Salpêtrière par Jean-Martin Charcot. Et qu'est-ce que nous dit Joseph-Pierre Durand-de-Gros? Il nous dit, moi je constate qu'on est à une époque qui est merveilleuse scientifique. C'est-à-dire que beaucoup de pratiques, de croyances qui étaient jusque-là dans le vestibule de la science, c'est vraiment l'image qu'il utilise, pénètrent aujourd'hui par la petite porte et sont étudiées par des savants extrêmement réputés. Et c'est là vraiment, je crois, une des caractéristiques saillantes de cette première moitié du XXe siècle, c'est l'intérêt de tout un tas de savants, qu'il s'agisse de Camille Flammarion, le couple Curie, Charles Richet et beaucoup d'autres, William Crookes entre autres, pour ces phénomènes qu'on dirait aujourd'hui parapsychiques, métapsychiques, pseudo-scientifiques. Il y a vraiment chez tous ces savants, on voyait bien une question du soupçon, de se dire quelque part, on est juste après les rayons X, on est juste après la cinématographie, on ne cesse de faire des découvertes scientifiques qui touchent aux sciences de l'invisible, et sans doute donc que très bientôt, ce qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, ce n'est que de la science pas encore expliquée. Et donc, de fait, on aura des savants plus ou moins sérieux qui vont se passionner, là je vous ai fait un florilège, pour la possibilité de greffer une tête, pour la lecture des auras, pour la communication extraplanétaire. Ça va vraiment essaimer, et à l'époque, on a une sensation de flou entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et je reviens juste brièvement là-dessus, vous dire qu'effectivement, on entend souvent aussi par abus de langage l'idée que tous les romans de science-fiction ancienne française sont de l'anticipation. Alors, je prêche un peu pour mon église, mais pour le coup, le terme anticipation ne convient pas. Maurice Renard le détestait. Là, je vous ai mis une citation. Je me défends d'anticiper. Je préférerais plutôt déborder si j'avais la moindre prétention. Et effectivement, il le dit. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la frange de la science. C'est pas d'aller en l'an 3000, en l'an 4000. Il ne se dit pas prophète. Il ne se dit pas futurologue ou que sais-je. Lui, c'est vraiment cette bifurcation dans le présent immédiat qui doit nous permettre de penser notre condition humaine dans le présent même. Et donc, effectivement, quand vous voyez parfois des opuscules qui qualifient toute cette production d'anticipation, je lève un peu mon drapeau rouge en disant que c'est tout à fait dangereux puisque ça encore une fois, ça simplifie l'abondance en fait des récits qu'on nomme en tant que spécialiste de science-fiction la conjecture romanesque rationnelle francophone. C'est un terme à rallonge développé par Pierre Versin, mais on voit bien qu'il y a des rapports au futur, des rapports au présent, des rapports à la science qui sont dans la littérature française du XXe siècle extrêmement variés, et c'est tout à fait dommage effectivement de résumer ça sous l'étiquette anticipation, puisque ce que j'essaye de vous dire, c'est que le merveilleux scientifique, effectivement, c'est une modalité
d'approche de comment on pense la science dans la première moitié du XXe siècle. Et de même, est-ce que c'est de la science-fiction? Alors, je ne suis pas du tout puriste, hein. Je dis souvent oui, c'est de la science-fiction. C'est un mot en fait fourre-tout qui est très pratique pour faire ressentir une sensibilité, un sense of wonder quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas ces sujets. Mais effectivement, c'est pas inutile de rappeler que le terme n'existe pas à cette époque-là, hein. Il existe sous des formes effectivement bâtardes dans des textes plus anciens, mais il est vraiment développé par Hugo Gernsback en 1926 et 1929. Et encore une fois, il faut se dire que la manière dont la science-fiction américaine se développe dans des revues pulps, avec des courriers des lecteurs, avec des relations interconnectées entre un rédacteur en chef, des auteurs. C'est absolument pas comme ça que ça se passe en France. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait le souhait, effectivement, de mettre ma lorgnette spécifiquement sur ce qui se passe en France pour voir, justement, comment le merveilleux scientifique nous dit quelque chose des imaginaires scientifiques et technologiques en France spécifiquement. Donc, je vous rassure, il nous reste quoi? On va dire 30-35 minutes. On va passer très vite certaines scansions, certaines je vais rester un peu plus longtemps et on aura loisir, voilà, soit sous la forme de questions, soit voilà, à bâton rompu, peut-être d'évoquer de manière plus privilégiée certaines thématiques. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que je vais tâcher de vous montrer en fait 3 aspects important du merveilleux scientifique. D'une part, donc, sa relation au roman expérimental, c'est-à-dire comment le roman merveilleux scientifique se postule comme étant une forme de laboratoire de pensée qui singe parfois des procédés scientifiques. Et on va voir très rapidement la question de la lecture des pensées et celle du voyage dans le corps humain. Ensuite, je vais vous rappeler effectivement cette filiation avec Charles Perrault, cette relation au conte de fées moderne, et je vais évoquer avec vous la possibilité de devenir invisible ou de devenir microbe. Et puis enfin, suivant le temps qui nous restera, on parlera de cette veine métapsychique. Hein. La métapsychique, c'est un mot qui a été développé par Charles Richet pour tout simplement désigner cette investigation par des savants très sérieux des phénomènes paranormaux, surnaturels, qui étaient vraiment contemporains à leurs explorations. Et il faut vraiment se dire que des gens comme Charles Richet, Camille Flammarion et autres étaient vraiment partisans de ces phénomènes. Et donc, quand ils observaient la véracité des phénomènes allégués, effectivement, il y avait du cherry-picking. Hein. Ils n'étaient pas du tout en train d'essayer de vérifier si c'était vrai ou pas. Ils étaient déjà partisans du fait que nécessairement, ça l'était. Et donc, dans cette scansion, on verra de manière peut-être étonnante que la question du voyage dans le temps est quasiment absente de ce corpus, bien que Wells soit passé par là. Ce sera plutôt la question de la visibilité du temps qui passe, les brèches temporelles, rejouer de manière folioscopique le temps qui passe. Et puis on parlera de l'au-delà sans A majuscule, tout simplement cette forme de 4e dimension qui réside à côté des personnages. Donc pour débuter, je vais très rapidement vous évoquer la question de la lecture des pensées, qui est un thème qui occupe pas mal les auteurs du merveilleux scientifique, et ça s'explique encore une fois par un contexte tout à fait riche. On a par exemple, là je vous fais vraiment des petites sélections parce qu'on ne peut pas résumer toute une période socioculturelle et surtout scientifique en une seule slide, mais voilà, sachez que si la question de la lecture des pensées obsède ces auteurs-là, c'est pas par hasard. On a d'un côté le roman expérimental et puis le discours indirect libre, le fantasme de la maison de verre de Zola qui est évidemment passé par là. On a Nos rayons X en 1895, cette idée qu'on peut donc voir à travers les corps opaques et ça nous laisse espérer qu'on puisse peut-être aller voir jusque dans les cervelles. Et puis, on a des personnages très curieux, comme Baraduc, comme Darget, des membres des sociétés psychiques, qui sont persuadés qu'on peut singer en fait le procédé photographique pour aller simplement vous poser une plaque sensible sur le front et imprimer vos pensées les plus secrètes. Et là, vous voyez sur cette plaque sensible, qu'est-ce que c'est? C'est prétendument un satellite, une planète. Et en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'histoire de la photographie, une photographie, F-A-U, une faute. C'est tout simplement une erreur d'impression de plaque sensible qui fait que vous voyez bien, on peut l'associer à n'importe quel objet et on a l'impression d'avoir lu la pensée de notre personnage. Ce qui est tout à fait intéressant avec les exemples qui se situent dans le champ du merveilleux scientifique, c'est que très rapidement, ces romanciers ils vont se dire ça peut pas être si facile. C'est pas possible de simplement capter une pensée. La pensée, c'est plus complexe, c'est construit peut-être par la collusion de différentes choses. Alors, on parlait pas du tout de neurodiversité à l'époque, mais on voit bien qu'il y a un questionnement qui est formulé par ces auteurs sur comment est-ce qu'on pense.
comment ça se façonne. Et donc de fait, par exemple, avec un auteur comme Raoul Bigot, qui était donc ingénieur de formation chimiste, avec Noun Legos, eh bien il imagine ce savant, donc qui s'appelle Noun Legos, que vous voyez avec ses lunettes prismatiques, hein, eh bien lui il prétend qu'il a une manière d'optimiser les procès, hein, plus besoin de faire des procès des jours et des jours durant, d'avoir une accusation, etc. Il suffit de mettre notre supposé criminel sur une chaise, on lui met ce drôle de carton sur la tête, et puis on peut lire les émanations cérébrales, hein, qui donc sortent de son cerveau. Là, évidemment, on est totalement dans des imaginaires, vous voyez, de la lecture des auras qui héritent en fait du mouvement théosophique, hein, de Leadbeater, de Blavatsky, cette idée de fluidodique aussi de Reichenbach, hein, qu'on émane en permanence des énergies, etc. Très lié aussi au magnétisme de la Terre. Enfin, dans tous les milieux ésotériques, c'est vraiment des questions qui nourrissent beaucoup tout cela. Sauf que vous voyez déjà la question que nous pose Raoul Bigot, c'est que cette lecture des pensées, c'est pas un haut-parleur qui rejoue les paroles, il n'y a qu'un seul détenteur du savoir qui peut savoir ce qui se dit, il le prend en note de manière sténographiée, il le retraduit, il y a forcément de la perte d'information. Donc déjà avec cet exemple-là, on voit que la lecture des pensées, c'est absolument pas gagné. André Mauroy aussi, que vous connaissez sans doute, hein, qui était un grand académicien respecté, lui, il imagine dans la machine à lire les pensées un dispositif qui ressemble un petit peu à un fusil serti de miroir, et il est persuadé que quand on pense, on prononce très bas des sons gutturaux-buccaux qui, en fait, sont le fond de notre pensée. Et donc, on a un personnage malheureux qui soupçonne sa femme d'adultère, évidemment, il enregistre ses pensées, il n'aurait pas dû le faire, et il se rend compte à ses dépens que, en fin de compte, la pensée, c'est l'association d'une image et d'un son, et donc à chaque fois la pensée qu'il entend est lacunaire, mais en plus de ça, la pensée peut bien être prononcée sous le coup de l'émotion. Et il se rend compte qu'il entend parfois « mon mari est vraiment stupide », etc. C'est pas ce qu'elle ressent intimement, mais c'est ce qu'elle ressent sous le coup de l'émotion. Et évidemment, il y a une morale à cette histoire, il n'est pas bon d'entendre les pensées de tout le monde. Mais vous voyez hein, que dans les imaginaires, notamment des bandes dessinées, des illustrations, ici c'est du pêle-mêle, hein, cette idée de lire les pensées, de lire les rêves secrets, c'est vraiment quelque chose qui amuse les dessinateurs. Là, on a par exemple Raoul Tommen avec effectivement, par exemple, un homme qui est endormi sur une chaise longue, sa fiancée lui colle cette espèce de ventouse sur le front, ce qu'on appelle l'idéoscope, et elle voit que son rêve secret, c'est tout simplement de partir avec sa dot. Un autre exemple de cette exploration tout simplement de l'intérieur du corps humain sous toutes ses formes, eh bien, c'est tout simplement le voyage dans le corps humain. Et de fait, la popularisation de cette thématique, elle est liée à tout un tas de choses. Elle est liée évidemment à l'accélération de la vulgarisation scientifique à partir de 1850. Je vous ai mis par exemple ici l'histoire d'une bouchée de pain de Jean Massé, qui écrit un échange épistolaire avec une jeune enfant. Il lui raconte le voyage que fait la bouchée de pain dans son corps. On a aussi les livres à Volvel, qui sont des espèces de livres pop-up anatomiques, hein, qui nous permettent de faire une dissection par le regard en soulevant les différentes enveloppes. Et puis on a aussi par exemple la publicité suggestive, qui au début du XXe prend vraiment d'assaut en fait le monde médiatique. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Eh bien, ce sont 3 ramoneurs de l'intestin qui sont en train tout simplement d'agir avec un laxatif pour vous libérer de votre constipation. Donc tous ces imaginaires, hein, ils n'ont pas du tout attendu « il était une fois la vie » pour apparaître. Hein. Vous voyez bien qu'au début du XXe, on s'intéresse déjà à la possibilité d'aller dans le corps humain. Alors, il y a certains auteurs comme Augustin Galopin, docteur Augustin Galopin, hein, lui c'était un médecin hygiéniste à fond, donc évidemment quand il utilise la thématique du voyage dans le corps humain, c'est de manière intéressée. C'est pour dire à ses lecteurs, il faut bien se laver les mains, il faut bien manger. Donc il y a vraiment effectivement un discours hygiéniste qui est porté autour de ces excursions du petit pousset dans le corps humain, mais vous voyez que cette tentation de rentrer dans le corps humain, elle n'est pas totalement étrangère aux questions aussi du côté des pseudosciences qui touchent à la phrénologie, à la cranioscopie, cette idée qu'on pourrait effectivement découper le cerveau en zones sensibles, ça résume nos sentiments, tout ce qui touche à la somatotopie. Donc encore une fois, l'intérêt, je trouve, du merveilleux scientifique, pour faire une petite digression, c'est d'être vraiment, vous le voyez bien, un révélateur des espérances scientifiques et de ce que le public connaît des sciences et techniques à l'époque. Puisqu'il faut vraiment se replacer dans une époque en fait, où on lit abondamment. On lit notamment beaucoup de magazines encyclopédiques, comme Je sais tout, comme Lecture pour tous. Et tous ces magazines, en fait, débordaient de chroniques, de vulgarisation, d'explications données par des savants respectés et respectables. C'était vraiment à la portée de tout le monde d'être un petit peu familiarisé avec ce qui se fait en science. Il y avait vraiment une appétence extrême. Donc ce n'était pas du tout l'apanage de ces romanciers-là, c'est plutôt un témoignage d'une tendance
pour un intérêt très vif en fait pour la science de cette époque. Et vous voyez, alors peut-être difficilement, mais là sur ces coupes anatomiques, vous discernez nos petits personnages qui sont en train de se promener dans la trachée, dans les poumons, et vraiment cette tentative d'hybrider ensemble la rigueur de la représentation scientifique avec une petite perturbation magique, c'est quelque chose qui est vraiment propre au merveilleux scientifique. Pour vous parler un petit peu de cet aspect de conte de fées moderne, cette tentation donc de moderniser le conte de fées en imaginant notamment des appareils technologiques et scientifiques qui peuvent rationaliser des phénomènes que l'on tenait jusque-là à des phénomènes magiques, eh bien, on va d'abord regarder ce que c'est de devenir invisible. Et ça, encore une fois, cette thématique, elle ne sort pas de nulle part. Juste après la Première Guerre mondiale, on a la section camouflage qui est passée par là. Il faut savoir que tout un tas d'illustrateurs qui illustrent ces romans merveilleux scientifiques, ils ont été mobilisés dans cette section camouflage. Alors, vous savez peut-être qu'en histoire de l'art, il y a tout un mythe qui voudrait que ce soit grâce à la section camouflage que le cubisme ait pu se développer. Enfin voilà, c'est un élément fort dans l'histoire de l'art. Mais toujours est-il que dans les faits, la question du camouflage, du mimétisme, de la mimèse, ça va vraiment innerver les imaginaires, notamment, là je vous ai mis une page amusante, c'est d'un magazine encyclopédique, je pense que c'est Je sais tout, on voit des insectes qui se camouflent et on invite le lecteur à reconnaître s'il s'agit d'un bâton ou d'un phasme. Donc il y a vraiment un intérêt assez fort pour la question de disparition au sensible, disparition au visible. Et là, je vous ai mis un exemple de 2 récits sous images. Alors, pourquoi on ne dit pas bande dessinée, mais récit sous image ou histoire en image? Vous voyez bien que c'est un dispositif un peu particulier. On a à chaque fois une case dessinée et on a un texte narratif. Et en fin de compte, on peut vraiment les lire de manière différenciée. Mais le propre de ce dispositif, plutôt destiné à la jeunesse, c'est vraiment le successeur de l'image d'Épinal, c'est de fonctionner en fait de pair entre l'image et le texte. Et là, je vous ai mis 2 histoires amusantes. On a d'un côté Paul d'Espagna, dans L'homme caméléon. Il imagine qu'à certains Marius Galéjade, il s'est fait tout simplement des vêtements en peau de caméléon et qu'il devient à la fois invisible au regard, puisqu'il se fond dans le paysage. En fait, il prend les couleurs à la manière d'un caméléon. Et puis, un peu plus loin dans la BD, eh bien, il arrive à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il prend un roseau dans sa bouche et on le prend pour un espèce de reptile géant. Et il fait peur aux ennemis répétés de cette bande dessinée, qui sont toujours des anthropophages. À l'époque, les anthropophages sont vraiment l'angoisse des Occidentaux. On a dans cette autre BD une invention bizarre, eh bien un entomologiste qui travaille à devenir invisible. Et malheureusement pour lui, comme vous le voyez sur cette image, il est encore visible du lecteur. Il ne disparaît pas, il est signifié par un trait. Et on peut imaginer qu'il est présent sous la forme effectivement d'une enveloppe en 3 dimensions, ayant pris totalement la couleur de son environnement. Et donc il effraie totalement les personnes qui lui rendent visite, qui ne comprennent pas effectivement ce qu'il est. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde ces bandes dessinées, on se rend compte qu'il y avait quand même une connaissance assez fine de la mimèse, du mimétisme, des animaux qui disparaissent donc d'une part soit en prenant l'apparence de leur environnement, je pense par exemple aux chouettes, vous savez, qui se plaquent contre le tronc et elles disparaissent à notre regard, ou alors de l'autre, ces animaux qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Vous savez par exemple, je ne sais pas, ces papillons qui, en écartant les ailes, donnent l'impression d'être une tête de serpent. On voit effectivement qu'il y avait chez les auteurs de BD une connaissance assez fine de ce que c'est, au fond, le camouflage. Et l'invisibilité, évidemment, elle existe sous une autre modalité qui a été popularisée évidemment par L'homme invisible de Wells, dont je vous ai mis ici une couverture. Et vous voyez aussi la proximité de date. H.G. Wells est très rapidement traduit par Henri Desdavray en France et il a vraiment un impact durable sur les imaginaires scientifiques de son temps. Et là, vous voyez que H.G. Wells, il participe à un trope. C'est vrai que dans les dessins animés comme Tom et Jerry, quand on imagine que Tom ou Jerry deviennent aveugles, eh bien généralement, on voit encore des objets qui s'agitent dans l'espace. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à les identifier. Et de même, quand on veut rendre à nouveau visible notre personnage, on lui jette un sac de farine ou de la peinture par-dessus. Et on voit qu'en fait, ça vient de Wells, vraiment cette idée des objets qui s'agitent dans l'espace et qui nous permettent de distinguer la présence par l'absence. Et vous voyez que les illustrateurs, ils se prennent la tête sur cette question de comment je donne à voir à mon lecteur un être qui est donc imperceptible, mais qui tout à la fois est palpable. Il existe dans l'espace. Et donc, il y aura tout un tas de tentatives très intéressantes. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que le merveilleux scientifique, c'est pas seulement une succession de romans, c'est aussi des illustrations qui nous racontent quelque chose de l'horizon perceptif, en fait, tout simplement, des Français du XXe siècle, de cet appel, en fait, qui est celui de l'invisible, du panoptisme, du tout voir, de voir l'infraperceptible. On se rend compte chez ces illustrateurs-là qu'il y a vraiment une avidité
méditer sur la question de comment je représente quelqu'un qui est invisible. Est-ce que c'est sous la forme d'un nuage? Est-ce que c'est sous la forme de vêtements? Est-ce que c'est sous la forme simplement d'un trait? On a aussi une thématique récurrente, et je vais peut-être insister un tout petit peu plus sur cette thématique pour raccrocher les wagons avec Pasteur, c'est celle du devenir microbe, devenir miniature. Alors là encore, eh bien, cette thématique, elle s'explique par tout un tas de contextes. On a par exemple cette tradition du voyage autour de ma chambre, qui a été popularisée notamment par Xavier Demestre et Arthur Mangin. Tout simplement, le voyage autour de ma chambre, c'est quoi? Eh bien, je suis malade dans mon lit, ou alors je suis prisonnier dans une cellule, et pour m'échapper de ma condition, je regarde autour de moi des objets, et grâce à ça, je me tisse un récit imaginaire, et ça me fait voyager. Eh bien ça, vous voyez, le voyage autour de ma chambre, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il est bonifié par les romans merveilleux scientifiques, puisqu'il réapparaît sous la forme du voyage immobile. Quand je deviens miniature, pas besoin d'aller en l'an 4000 ou en l'an 5000 pour me dépayser. Il me suffit de rapetisser. Ça me fait regarder autrement le monde qui m'entoure. Ça m'interroge tout simplement sur ma place dans le vivant. Donc on a vraiment une continuité du voyage autour de ma chambre. On a aussi des spéculations qui sont faites autour des fakirs, qui seraient capables prétendument de changer leur taille, de disparaître à une taille atomique. Et puis on a aussi tout un tas d'expériences, pour certaines peu scrupuleuses, pour certaines plus ou moins vraisemblables, autour de l'électroculture. On associe à cette époque l'idée d'électricité à la possibilité de dynamiser, de revivifier le vivant, de le faire grandir très vite ou de rapetisser très vite, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, ça va participer à nourrir un imaginaire du rapetissage, de la miniaturisation. Évidemment, ce monde des microbes, il innerve beaucoup d'imaginaires, et c'est notamment lié à l'abondance de représentations de gouttes d'eau, de gouttes tout simplement de préparation dans laquelle nagent d'affreux microbes. Alors là, vous voyez que je vous ai mis une représentation, ça doit être du Magasin Pittoresque, mais ça correspond tout à fait à tout ce qu'on retrouve dans les revues de vulgarisation de l'époque. On a des animalcules, on a des micro-organismes qui s'agitent dans ce que Wilfrid de Fonvielle appelle une goutte océan, puisque justement, il nous dit donc, c'est vertigineux, en fin de compte, de se rendre compte que dans l'infiniment petit, en fin de compte, réside aussi l'infiniment possible, et que dans cette goutte d'eau, on a une myriade de vies. Et vous avez donc là, à ses côtés, différentes caricatures où vous voyez qu'en fin de compte, ces microbes, ces animalcules, ces petites vies, il faut savoir vraiment que l'expression microbe, à l'époque, ça embrasse tout et n'importe quoi. C'est vraiment Claude Sédillot qui façonne cette expression, et dedans, il met absolument tout, parfois même les insectes. C'est tout simplement l'idée d'infiniment petits vivants. Donc on a vraiment de tout, on a du virus, on a du spermatozoïde, on a tout un tas de choses. Mais vous voyez en tout cas avec ces représentations que le microbe, il trouble les cervelles. On voit qu'il y a une myriade de vie dans un tout petit dispositif à queue. Parmi les ennemis qu'on peut rencontrer dans l'infiniment petit, on a les insectes. Et on n'a pas attendu les films catastrophes de série B et Z avec les fourmis géantes et puis les mantes religieuses qui viennent attaquer New York. On avait déjà, dès le début du XXe, différentes propositions qui étaient faites autour des insectes. On avait des insectes plus ou moins accueillants quand on rapetisse, et puis on rencontre effectivement différents modèles de chenilles. Mais on a aussi, vous voyez, dans un récit comme Face à face avec les monstres d'Henri Darblin, la possibilité d'être attaqué un petit peu à la Starship Troopers. On a cette idée que les insectes vont tout simplement éradiquer le genre humain. On a, comme je vous l'ai déjà dit hier, cette idée que le microbe, l'infiniment petit, généralement, il est monstrueux. Et la raison pour laquelle c'est un ennemi, c'est avant tout parce qu'en devenant nous-mêmes tout petits, eh bien, on se rend compte que l'homme n'est plus du tout en haut de la pyramide du vivant. Et là, vous êtes face à un roman qui s'appelle Une invasion de microbes. J'en ai déjà parlé hier. C'est le fameux savant fou Tornada qui est furieux qu'on se soit moqué de lui à l'Académie des sciences. Et du coup, il transforme le Micrococcus aspirator en méga microbe devenu macrobe. Il le lâche sur les environs de Paris. C'est catastrophique. Les humains sont avalés par cette trompe. Mais bien heureusement, tout finit bien. À la fin, Tornada se repent et il nous partage tout simplement l'idée selon laquelle pour tuer ces microbes, il suffit d'utiliser du vinaigre de cuisine. Donc on arrive à venir à bout tout simplement de ces microbes.
Il y a une autre thématique qui va apparaître assez vite, c'est celle de la peur de la contagion et celle de la guerre microbienne. Et par exemple, dans un roman comme L'Offensive des microbes, eh bien, on a les Allemands, puisque c'est souvent les ennemis récurrents dans ces romans, les Allemands ont décidé d'éradiquer la France en utilisant ce qu'ils appellent une purée de microbes. Ils mettent tout un tas de microbes, de virus dans une bonbonne de verre, sauf qu'évidemment, ils n'avaient pas pensé au fait que les microbes ne respectent pas les frontières et la planète entière va être éradiquée du fait de cette guerre microbienne. Vous avez aussi un autre récit que je vous conseille vraiment, qui a extrêmement bien vieilli, qui est très empreint de mélancolie, qui est un bon exemple, je pense, du merveilleux scientifique à son meilleur. C'est L'œil du purgatoire de Jacques Spitz. Et qu'est-ce que nous raconte en fait ce roman? Eh bien, c'est un peintre dépressif, mélancolique, qui est visité par un savant qui, à son insu, va lui mettre dans son œil eh bien, des microbes anticipateurs, c'est-à-dire des microbes capables de voir le futur. Et là, ça nous paraît merveilleux pour un peintre. Enfin, voilà, sa vision est modifiée, etc. Et pas du tout, c'est terrible. Parce qu'en fait, au bout de quelques jours seulement, quand il va pour se laver les mains, l'eau est absolument rance, le chien de sa voisine est un cadavre, et puis il se rend compte que les jours passant, les microbes se multiplient dans son œil, et il ne voit autour de lui plus que des squelettes, et même des spectres, des âmes et la fin des temps. Donc c'est un récit vraiment pessimiste, mais un récit que je vous recommande vraiment, effectivement, sur le potentiel, je dirais, atemporel des microbes, et comment ils nous aident, encore une fois, à sortir de nos repères strictement humains. Ce que permet surtout le voyage immobile, vous le voyez bien, c'est une expérience de pensée répétée. Et chez de nombreux auteurs et écrivains, et notamment feuilletonistes de l'époque, comme Albert Blenard que vous avez ici, il y aura vraiment l'idée que le voyage dans l'infiniment petit nous permet de nous mettre face à nos limites en tant que scientifiques. Là, vous avez des savants qui sont rapetissés. Alors, je vous donne quand même la fin du roman. En fait, ils découvrent à la fin qu'ils n'ont jamais été rapetissés. Ils étaient le fruit d'une séance d'hypnose menée par un hindou mystérieux du nom d'Alaric. Et donc, tous les jours, ils rapetissent davantage pour aller rencontrer les insectes, les animalcules. Et j'attire votre attention sur cette représentation dessinée par Charles Cléris. On voit nos animalcules et on voit tout petit en bas nos personnages d'explorateurs qui donc regardent sans doute de manière ébahie. Ils sont vraiment minuscules face à l'animalcule devenu gigantesque. Et en fait, qu'est-ce que fait Charles Cléris? Il ne se casse pas la tête. Il emprunte sa représentation directement aux merveilles du monde invisible de Wilfrid de Fonvielle. Et donc, on retrouve ici vraiment une forme d'hybridation visuelle qui permet effectivement de mettre en branle effectivement l'imagination du lecteur. On aura tout un tas d'autres écrivains et vulgarisateurs scientifiques qui vont emprunter cette idée de l'hybridation visuelle par l'infiniment petit. Et vous connaissez peut-être Lucien Rudeau qui notamment a fait beaucoup de vues spatiales, notamment pour des essais de Camille Flammarion. Là, vous voyez Lucien Rudeau, il écrit un article qui s'appelle « Les paysages que nous écrasons dans Je sais tout » en 1910. Et ce qui est tout à fait curieux dans cet article de vulgarisation, eh bien, c'est qu'il s'agit simplement de macro-photographie du terrain, d'épines de pin, de cailloux, de graviers. Et le but de son article, c'est simplement de dire, ça vaudrait le coup en fait de se mettre à genoux et de regarder ce qui nous entoure, parce que le monde ne se vit pas seulement à échelle humaine. Il peut se regarder dans l'infiniment petit, dans l'imperceptible, l'infraperceptible. Et en fin de compte, pour raconter cette histoire, il va, dans chacune de ces macro-photographies, je ne sais pas si vous arrivez à le discerner, peindre un petit bonhomme de voyageur avec son bâton de marcheur à la main. Donc là, ce qui est intéressant de constater vraiment, c'est la manière dont Lucien Rudeau, un scientifique assidu, a été parasité par l'ambiance merveilleuse scientifique qui était contemporaine de sa production et s'est vu presque forcé pour créer une relation avec son lecteur, d'insérer ce petit personnage admoniteur qui permet donc au lecteur de s'imaginer lui-même rapetissant. Et je vous ai mis par exemple un autre texte de René Thévenin, c'est exactement ça qui arrive. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va constater de manière galopante dans les revues de vulgarisation scientifique du XXe siècle. On aura par exemple, je sais pas, un article d'Henri Coupin qui s'appelle « Les monstres minuscules » qui parle simplement de la force de traction des fourmis. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il dit effectivement, les fourmis, elles peuvent lever X fois leur poids. Et on ne sait pas pourquoi le dessinateur se met à montrer des fermiers pourchassés par des coléoptères, un fermier enrobé dans une toile d'araignée. On voit que ça n'a aucun rapport avec le contenu de l'article, mais il y a eu ce besoin effectivement de la part de l'illustrateur de faire basculer le propos scientifique à la fois dans un horizon plutôt terrifiant, mais surtout de mettre en image en fait ce qui n'est pas dit dans l'article et ce qui en fait est totalement dans la continuité de l'esprit merveilleux scientifique de son temps.
Les explorations touchant aux microbes, elles vont aussi se fasciner pour une thématique en particulier, c'est celle de la relativité du temps. Alors je pense un de mes étonnements en fait quand j'ai travaillé sur le merveilleux scientifique, c'est que j'étais persuadée que par exemple l'inconscient, ce serait forcément visité par ces auteurs, et bien pas du tout. Et c'est peut-être lié en partie au fait que les textes de Freud ne sont traduits qu'en 1925, donc sans doute reçus assez tardivement par ces auteurs. Et de même, j'étais persuadée que voilà, la question de la 4e dimension, la question de la relativité du temps, ça les obséderait, et en fait très peu, et c'est peut-être lié au fait que ces théories étaient peu vulgarisées dans la presse des années 20 et après, et donc c'était difficile à saisir pour eux, mais pour autant il y a un scientifique en particulier qui va intéresser ces romanciers, et c'est Paul Langevin, et notamment son paradoxe des jumeaux, qui justement postule que 2 jumeaux effectivement séparés, l'un voyageant à une vitesse dépassant celle de la lumière, et bien évidemment ils ne vieilliront pas à la même vitesse, hein, si vous avez vu La planète des singes, hein, c'est tout à fait ce qui se passe. Et donc Maurice Renard de même va se poser la question de, eh bien si je rapetisse, si mon personnage de Fléchambeau rapetisse, va dans le monde atomique, alors il y a confusion entre atomes et microbes, mais peu importe chez lui, eh bien il postule que nécessairement le temps passe beaucoup plus lentement que dans le monde des hommes. Et donc quand il revient dans le monde des hommes, après 3-4 jours passés dans ce monde microbien, il est infiniment vieux, et il a à peine le temps de raconter son voyage, et il meurt sur le coup. Donc chez Maurice Renard, en tout cas, il y a vraiment, mais comme chez certains entomologistes, on a des textes comme ça qui posent cette question de la relativité du temps, et toujours, vous le voyez bien, de la relativité des expériences humaines. Cette idée, quelque part, que se mettre temporairement dans ces romans merveilleux scientifiques, dans la peau d'un microbe, dans un pot d'un infraperceptible, eh bien ça permet encore une fois d'interroger la primauté donnée au sens humain. Et c'est pour ça qu'on aura, je ne sais pas, des auteurs comme Honriner avec L'homme fourmi qui va se poser la question d'un homme qui est, alors c'est très bizarre, métamorphosé en fourmi par une bonne fée, et donc il découvre que les fourmis voient les rayons UV. Et il se rend compte qu'en fait la vision humaine n'est pas du tout la panacée, il y a d'autres manières de voir le monde réel. Et là je vous ai mis effectivement une citation de Maurice Renard, hein. J'étais si petit, le temps pour moi passait plus vite, l'éphémère vit toute une vie en un seul jour. Et je terminerai en quelques minutes à peine sur cette tendance métapsychique. Donc je vous le redis, un métapsychique, c'est tout simplement l'exploration des franges de la science par des scientifiques qui sont persuadés que ces phénomènes vont s'avérer tout à fait véridiques, et ils tâchent de le prouver. Eh bien, d'un côté, on a la thématique de voir le temps qui passe, et encore une fois, elle ne sort pas de nulle part, hein. À l'époque, on se passionne notamment pour la vitesse de déplacement de la lumière, et donc ça va créer des théories curieuses sur la chronoscopie. Camille Flammarion, notamment, il dit que si on arrive à placer un écran dans les étoiles, on arrivera à capter des images du temps passé. Et de même, hein, dans son opuscule La Maison hantée, il va parler de psychométrie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychométrie? C'est tout simplement les médiums, vous savez, qui en touchant un mur, un objet, ont un flash sensitif qui leur permet de ramener le passé ou le futur à la surface. Donc on voit bien à chaque fois, il y a cette idée que le temps n'est pas une ligne droite, il peut effectivement être un espace circulatoire. Et puis on a aussi tout ce qui va toucher à la dendrochronologie, pouvoir, grâce aux cernes de l'arbre, eh bien, naviguer dans le temps, et aussi tout ce qui va toucher eh bien, à l'image cinétique, puisque vous voyez bien le fameux dispositif du flipbook ou du folioscope, hein. Je passe très très vite avec mon pouce, j'anime une image, mais je peux aussi revenir en arrière. Eh bien tout ça, ça va effectivement influencer des récits qui mettent en scène la possibilité de voir le temps. Et je pense que l'un des bons exemples de cette thématique, c'est Le Maître de la lumière de Maurice Renard, parce que qu'est-ce que nous raconte ce roman, qui est plutôt un roman de fin de carrière, et donc un roman un peu désabusé, parce que Maurice Renard se rend compte que le merveilleux scientifique n'a jamais tout à fait pris, et donc qu'il est obligé de mêler ça à des histoires d'amour, à du policier. Eh bien, dans ce roman, il nous raconte simplement qu'il y a 2 amours interdits, un peu à la Roméo et Juliette, et le jeune homme veut absolument prouver l'innocence de son grand-père pour pouvoir épouser sa belle, et pour le faire, eh bien, il va reposer sur une fenêtre qui est composée d'une plaque de luminite, et cette luminite, un peu à la manière du slow light, hein, elle a la capacité de ralentir la lumière à mesure qu'elle pénètre dans la fenêtre, et donc pour rejouer une image du temps passé, il suffit à la manière d'un millefeuille, vous voyez, de décoller les différentes épaisseurs de cette vitre. Et là où c'est assez intéressant, c'est que Maurice Renard, eh bien, il va lui aussi soupçonner à de nombreuses reprises dans ses romans l'incomplétude de la science, même avancée, même exploratoire. Puisque quelle est la conclusion de ce roman-là? Eh bien, en fait, la fenêtre n'était pas orientée dans le bon sens. On ne voit pas qui a tué ce grand-père, et c'est un perroquet
qui, à un âge vénérable, va dire le nom de l'assassin. Donc c'est assez intéressant de voir que ces romanciers, c'est une question qu'on aime souvent me poser, quelle était l'admiration qu'avaient ces romanciers pour la science, etc. Alors il n'y a pas de terreur, mais on voit bien que quand Maurice Renard nous parle de menaces imminentes du possible, d'inconnu et d'incertain, il y a plutôt quelque chose qui tient au soupçon, il y a quelque chose de l'exploration, et donc par moments il s'amuse à dire effectivement que la science ne nous apporte pas toutes les réponses, elle reste parfois encore, comme diraient certains, la vérité est ailleurs, eh bien tout ne nous est pas donné. Et un autre exemple de ce voyage dans le temps, c'est une croyance que vous avez peut-être déjà croisée, par exemple, dans Wild Wild West, c'est l'optogramme. C'est tout simplement cette croyance complètement farfelue, qui voudrait que si vous mourrez dans de bonnes conditions, c'est-à-dire il faut vraiment que je sois face à vous, que je vous poignarde, que la lumière tombe sur moi, que vous ayez l'œil écarquillé et qu'ensuite la pièce soit mise dans la pénombre, ça fait beaucoup de paramètres, mais imaginons, eh bien, je serais prétendument capable d'imprimer la dernière image présente sur votre rétine. C'est évidemment absolument n'importe quoi, mais là où c'est intéressant, c'est que cette croyance, elle est directement nourrie par les avancées qui vont être faites en ophtalmologie. En fait, c'est parce que des savants comme Kuhn et Boll vont comprendre que contrairement à la croyance éculée, notre œil n'est pas une caméra obscura, mais plutôt un laboratoire photographique, parce qu'en fait, tout simplement, ils découvrent le fonctionnement du pourpre rétinien qui blanchit au contact de la lumière. Et bien de fait, il va y avoir une potentialité où on va se dire, mais si l'œil est comme un laboratoire photographique, je peux nécessairement imprimer les images sur la rétine. Et donc on a tout un tas de romans, chez Jules Verne, Villiers de l'Isle-Adam, etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, on interroge la pertinence de cette image, une image qu'on pourrait qualifier d'achéropoïète, c'est-à-dire une image non faite de main d'homme. Et bien dans ce roman, on voit qu'encore une fois, Jules Claretie, lui, il dit, même s'il n'y a pas d'intervention humaine, ça ne veut pas dire que ça dit le vrai, puisqu'en fin de compte, le prétendu assassin qu'on met en prison à la fin du roman, on se rend compte que si on l'a vu imprimé sur la photographie rétinienne, c'est simplement parce que la victime tenait son portrait agonisant pour avoir un dernier regard envers son meilleur ami. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une forme de méfiance, et je dirais juste en 2 phrases que la question de l'au-delà aussi, elle obsède ces romanciers du merveilleux scientifique. Elle les obsède en partie parce qu'il y a eu de nombreux traités d'optique physiologique, notamment par Hermann von Helmholtz dès les années 1860 et après. Et donc cette question de ce qu'on appelle les phénomènes antoptiques, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon œil, c'est quelque chose qui va vraiment occuper l'imaginaire de ces auteurs, qui trouvent que c'est là effectivement une métaphore très utile pour expliquer ce qui peut se passer au-deçà de mon regard, dans le hors-champ en quelque sorte. Et vous avez tous déjà fait l'expérience de phénomènes antoptiques. Si je me frotte l'œil, mon nerf optique ne ressent pas la douleur, il a des sensations lumineuses. Quand on regarde le bleu du ciel, on voit les petits vers qui bougent, c'est pas des vers. C'est pas des vers, c'est des leucocytes qui s'agitent dans votre œil et qui sont tout simplement qui apparaissent à la faveur de l'éclairage. Vous avez sûrement déjà vu lampe torche au bord de l'œil. On a l'impression d'avoir ce qu'on appelle l'arbre de Purkinje. En fait, c'est simplement les vaisseaux sanguins. Tout ça, ce sont des phénomènes antoptiques, et donc c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui va intéresser ces auteurs, par exemple, avec la question de la vision électroscopique. On va avoir, évidemment, après la Première Guerre mondiale, tout un tas de soldats qui vont être frappés de cécité à cause des gaz chimiques, à cause d'éclats d'obus, et Maurice Renard, par exemple, dans L'Homme truqué, imagine Jean Lebris, à qui l'on recouvre la vue en lui donnant des électroscopes, mais là où c'est très embêtant, c'est que non seulement il recouvre la vue, mais en fin de compte, sa vue est suppléée, il voit autrement. Et il voit, en fin de compte, vous voyez bien, le système nerveux des infirmiers qui sont auprès de lui, et comble de son malheur, il se rend compte que tout autour de nous, il y a des espèces d'orbes lumineuses qui sont peut-être à la source de nos maladies et de nos morts. Donc vous voyez que cette question de l'au-delà, elle est dans le récit merveilleux scientifique rationalisé, où on se dit, l'au-delà, c'est plus le monde des esprits, des fantômes, le monde effectivement peut-être du paradis, et que sais-je. C'est pas non plus tout à fait la 4e dimension, c'est un monde... plutôt, vous voyez, un monde d'interstice, un monde intercalé, un monde liminaire où il se passe des choses qui dépassent en fait l'ordre de l'entendement. Et encore une fois, Maurice Renard s'amuse à dire que peut-être un jour, on va pouvoir voir ce qui se passe dans cet invisible. Je pense avoir respecté le temps. Simplement pour, si vous voulez approfondir, il y a différentes ressources. J'avais fait une exposition sur ma thèse, sur le merveilleux scientifique en 2019, et vous pourrez retrouver en tapant quelque chose comme merveilleux scientifique, BNF, bibliographie, la bibliographie que j'avais fournie. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'en fait, j'avais identifié sur Gallica, la base de données qui contient tout ce qui est dans le domaine public, tout un tas de romans feuilletons, de récits que vous pourrez lire dans leur jus. Vous n'aurez qu'à cliquer les
les hyperliens et vous pourrez lire à la manière d'un lecteur de l'époque les romans feuilletons de manière quotidienne ou hebdomadaire et donc revivre aussi ce format très particulier et vous pourrez ainsi redécouvrir tout un tas de textes. J'ai aussi accordé pas mal d'entretiens, voilà, France Culture, c'est plus que de la SF, etc. Donc c'est une occasion de se plonger encore une fois dans une version plus vulgarisée peut-être de ce que je vous ai dit. Et puis effectivement, j'ai consacré mon ouvrage Voir l'invisible qui vraiment se concentre sur les sciences de l'invisible par le truchement du merveilleux scientifique. Donc à cette question. Et merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai une question toute bête. D'abord, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais vaguement entendu parler de Maurice Renard, mais sans plus, j'ai jamais rien lu de lui. Et en comparaison, H.G. Wells et Jules Verne sont extraordinairement connus, ont été adaptés en bande dessinée, au cinéma, etc. Donc, comment vous expliquez cette popularité des deux derniers par rapport à Maurice Renard ? Alors, il y a tout un tas de paramètres qui jouent. En grande partie, c'est le désaveu qu'a connu Maurice Renard de son vivant. Son genre n'a pas réussi à prendre, en grande partie parce qu'il était considéré comme moins aventureux que Jules Verne d'un côté et moins philosophe que Wells. Et ça lui a vraiment coûté. Et il faut savoir que dans la presse, on disait très souvent de lui qu'il était le petit-fils de Wells, il était le cousin de Poe et il a eu le sentiment vraiment d'être toujours dans l'ombre de Wells. Donc il y a toujours eu cette idée qu'en France, on ne fait pas aussi bien en tout cas que le maître britannique et ça a joué plutôt en sa défaveur. Il y a aussi le fait que Maurice Renard ne voulait pas du tout que ses romans soient édités dans des collections populaires. Lui, il voulait que ce soit chez Cress, à la NRF, dans des revues à couverture muette et donc il y a eu vraiment un espèce de conflit institutionnel où il y avait cet enjeu pour lui où il voulait la reconnaissance, l'institutionnalisation, mais en fait, pour vraiment essaimer, il fallait plutôt écrire des romans populaires publiés dans les collections que je vous ai précitées. Et puis, il y a aussi en partie le fait que quand d'autres commentateurs et auteurs comme Régis Messac arrivent dans le courant des années 30, les références qu'ils détiennent, c'est avant tout des références américaines. Et même quand on lit les articles de Messac dans les primaires, on se rend compte qu'il connaît parfaitement le mouvement merveilleux scientifique, mais c'est très vite éclipsé par la science-fiction américaine, en grande partie parce qu'elle est plus aventureuse. Il n'y a aucun jugement de valeur quand je le dis, mais effectivement, la science-fiction américaine ose des choses que ne fait pas le merveilleux scientifique, qui reste très ancré dans son présent. Donc il y a vraiment, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent expliquer. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, je trouve, sociologiquement, c'est de regarder la redécouverte du merveilleux scientifique, qui n'a pas du tout attendu mes travaux. D'autres, dès les années 50, se sont penchés là-dessus, et il y a eu pendant longtemps un enjeu de comment raconter une histoire parallèle de la science-fiction française et expliquer en fait cet oubli, cette occultation, qu'est-ce qu'elle raconte en fait de nos imaginaires et du fait que la science-fiction pendant longtemps n'était définie que par le trope américain des aventures spatiales, d'aventures titanesques dans le futur, etc. Alors que j'ai envie de dire les récits merveilleux scientifiques sont peut-être plus modestes, mais dans ce qu'ils posent sont parfois tout à fait vigoureux. Enfin, il y a vraiment une tentative, effectivement, de penser l'ontologie humaine. Il y a vraiment quelque chose de penser la fin des temps, de penser la disparition de l'homme. Et je pense que c'est ce fossé, en fait, permanent qui fait que le genre merveilleux scientifique, au fil du temps, a été éclipsé par d'autres genres dominants, par d'autres tendances. Ça a été, il a décliné dès la mort de Maurice Renard, en fait. Dès la fin des années 30, ça a été un peu la guillotine, en fait, pour tous ces auteurs qui, il faut aussi le dire, les noms que je vous ai cités, Gustave Le Roux, Jean de La Hire, c'était vraiment des polygraphes. Donc, ils n'écrivaient pas que du merveilleux scientifique, ils écrivaient du roman d'amour, du roman policier, et c'est donc aussi peut-être ce qui a causé problème à Maurice Renard, c'est qu'il voulait bec et ongle défendre un genre immuable et il n'a pas voulu s'ouvrir à d'autres tendances. Quand il le faisait, c'était vraiment à son corps défendant. Donc il y a vraiment un faisceau d'explications structurelles. Merci beaucoup Fleur pour cette conférence passionnante. Moi j'avais en fait deux questions. La première, c'est donc pour revenir sur Maurice Renard. Donc tu nous as parlé de son rapport à H.G. Wells, à Jules Verne, mais quel rapport il avait à des auteurs qui lui étaient contemporains? Je pense notamment à ce qu'aujourd'hui on considère comme des écrivains modernistes, comme Proust ou comme comment il s'appelle, celui qui a écrit Les Faux Monnayeurs, André Gide par exemple. Parce que c'était des gens qui justement cherchaient à déconstruire la forme narrative, la forme du roman, pour essayer d'atteindre un degré de vérité supérieur, en fait, en déconstruisant le roman. Et donc, comme le merveilleux scientifique a aussi une ambition à la vérité, d'une certaine manière. Donc, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est, donc tu as parlé, je crois, de réenchantement du monde.
Mais est-ce qu'au fond, c'est pas plutôt quelque chose qui participe du désenchantement du monde, en réalité? Alors, par rapport au concept de Max Weber, qui était publié en Allemagne en 1904-5 dans l'éthique protestante et l'esprit du... l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais qui a été traduite en France dans les années 50-60, un peu plus tardivement. Mais du coup, le désenchantement du monde, c'est lié à la sécularisation de la société, qui était donc vue comme progressiste. On essaie d'évacuer le religieux. Et dans ce que tu décris, en fait, les phénomènes un peu spirituels sont justement rationalisés, comme tu dis. Donc, est-ce qu'au fond, c'est pas plus une radicalisation du désenchantement que le réenchantement? Voilà. Alors pour répondre à ta première question, Julien, ce qui est assez frappant quand on lit les textes théoriques de Maurice Renard, c'est qu'il commente très peu ce qui se fait en littérature. Il aime beaucoup, en fait, et c'est une stratégie médiatique comme une autre, hein. Il a besoin de se construire un lignage, de effectivement s'identifier des homologues, mais il ne se prétend pas commentateur de la vie littéraire. Donc ce qui est intéressant quand on lit ces textes, c'est qu'effectivement, il va se recommander du roman gothique, il va... alors Marie Shelley pas du tout, assez étonnamment, mais il va aller chercher du côté de Robert Louis Stevenson, il va aller voir aussi du côté des romans magnétiques de Poe, il va aller chercher ce qui se fait ailleurs, et Wells est à ses débuts une référence importante, Rosny Henné, enfin il y a des personnages qui sont absolument des écrivains qui sont absolument essentiels pour lui, pour tout simplement marquer sa différence avec Jules Verne et puis surtout justifier ce qu'il essaye de faire. Il veut montrer qu'en fait il y avait avant lui des auteurs qui essayaient de construire le roman merveilleux scientifique, et dans ses archives j'étais tombée comme ça sur une citation où il met le roman merveilleux scientifique a failli naître par 2 fois, Jules Verne, Wells, ils ne l'ont pas réussi, ils ne l'ont pas fait. Donc on voit bien que là c'est plutôt une stratégie de storytelling en fait, et de mise en avant de son texte manifeste, puisque ce qui est aussi très frappant, c'est que le texte manifeste il n'a pas été signé par d'autres auteurs, c'est vraiment lui qui l'a écrit, et il s'est autoproclamé chef de file, et il était reconnu comme tel par les différentes instances critiques de son époque. On disait tout le temps un roman merveilleux scientifique à la manière de Maurice Renard. Il faut savoir qu'à l'époque, sociologiquement, il y avait des prix littéraires, il y avait des réunions, il y avait des salons. Maurice Renard, il tenait salon, il était ami de Colette. Voilà, on arrive un peu à redessiner effectivement son cercle social, mais il ne commentait, à ma connaissance, sauf si un jour je découvre un carton qui change complètement mon regard là-dessus, parce qu'on a évidemment un problème d'archives et de pérennité des sources. Mais non, il ne commentait pas du tout. Il avait plutôt toujours un regard tourné en arrière, ce qui est assez paradoxal en fait pour quelqu'un qui dit à ce point vouloir être inscrit dans son présent et être un peu au-delà du présent. Et ton autre question, excuse-moi, c'était sur l'enchantement et le désenchantement. Alors effectivement, sur le slide où j'ai montré toutes les interprétations possibles de l'expression merveilleux scientifique, ça montre justement la difficulté à saisir ce rapport à la science, ce rapport à l'émerveillement, ce rapport effectivement, comme tu le disais, est-ce qu'on est dans une forme de sécularisation, est-ce qu'on est dans une forme de désenchantement? C'est difficile de répondre l'un ou l'autre en fait. Il y a une volonté de réenchanter le roman, effectivement, par la science, et ça passe aussi par, je dirais, l'agrégation de la science à des grands mythes de l'humanité. Il y a aussi souvent des références à du folklore. Les Sarvans, c'est une référence au folklore. On a dans le Dr Lern, par exemple, une référence au mythe, à Zeus, à tout un tas de métamorphoses. Quand il parle, en fait, de trépanation, de greffe de cerveau, il va rattacher ça aux différentes métamorphoses d'Ovide, et notamment de Zeus en taureau, etc. Donc, on voit effectivement que c'est plutôt comment est-ce qu'on pense l'enchantement, comment est-ce qu'on pense notre temps, et comment est-ce que la science peut être en fait un vecteur plutôt de dessillement du regard. C'est là où Maurice Renard il est un peu entre 2 chaises en permanence. Il y a plutôt un regard soupçonneux en fait qui est posé, et c'est par un travail, je dirais, d'observation du monde qui l'entoure. Mais il ne prétend pas, en tout cas dans aucun de ses textes, chercher à réenchanter son temps ou désenchanter. Il parle des menaces de la science, mais c'est pas non plus totalement assumé. Et effectivement, alors c'est vrai que avec le recul, on regarde toujours avec un peu d'étonnement cette période où la parapsychie, la métapsychie irriguait totalement les sciences de son temps, mais à l'époque, c'était vraiment tout à fait banal. Dans des revues très sérieuses, on trouvait des articles. Là, j'avais mis, je ne l'ai pas commenté, mais une petite image sur la métagnomie, où c'est Jules Romain, sous le nom du professeur Farigoul, il publie l'idée de la vision par optique, cette idée qu'on aurait sur la surface de nos bras des ocelles qui nous permettent de voir, et c'est comme ça qu'on peut, en ayant les yeux bandés, arrêter un poignard. Donc ça se côtoie en fait en permanence. Donc c'est très difficile de faire la distinction, de vraiment établir des règles. Enfin, tout ça était très perméable en fait. Donc
enchantement et désenchantement à la fois. Je pense que c'est vraiment plutôt des vases communicants, et selon les textes, selon les sensibilités, selon les auteurs aussi, parce que les auteurs n'écrivent pas tous les mêmes récits, il y a effectivement des manières de voir le monde qui se démarquent. Donc c'est un peu une non-réponse que je te fais, mais voilà, c'est l'un et l'autre à la fois, c'est une circulation plutôt, je pense.